Quand on dit île Maurice, on pense climat agréable, mer turquoise, timbre de collection pour les philatélistes. Or, j'ai eu la chance d'y être invité pour enseigner, amorcer des dialogues avec des acteurs culturels, économiques, politiques de l'île Maurice pendant 3 semaines, fin hiver 2015. Alors voici aujourd'hui ce que j'ai compris des nombreuses autres réalités plus intéressantes que les jolies plages de l'île Maurice. Regardez bien dans cette émission les très belles cartes historiques qui nous viennent de la BNF et en haut de l'écran, l'incroyable beauté des timbres mauriciens que nous avons regroupés. La République de Maurice est située dans la partie sud-ouest de l'océan Indien. Ses voisins sont l'île de la Réunion, département français, la grande île de Madagascar, Mayotte, également département français, la République des Comores, puis les côtes de l'Afrique de l'Est avec le Mozambique et la Tanzanie. Maurice est devenue indépendante du Royaume-Uni en 1968 et elle est souveraine sur les îles voisines de Rodrigue, de Saint-Brandon. Elle cogère avec la France l'île déserte de Tromelin et plus au nord dans l'océan Indien l'île d'Agalega. Et Maurice revendique également la souveraineté sur l'archipel des Chagos que les Britanniques ne veulent pas restituer du fait que Londres loue aux États-Unis la base militaire de Diego Garcia. La superficie de Maurice est de 2045 km², soit 6 fois moins que la région Île-de-France. La population est de 1,3 million d'habitants et la capitale est Port-Louis. Alors sur cette carte de géographie physique, on voit en vert la plaine sur les pourtours de l'île et au centre un plateau de 400 à 700 mètres d'altitude et au sud la montagne de la Rivière Noire avec le sommet de l'île à 828 mètres. En fait, Maurice est un pays riche en biodiversité animale et végétale, en climat, en eau, des sols bien arrosés, donc fertiles, des belles plages, mais le pays n'a pas de ressources minières et d'hydrocarbures. Or, l'économie du pays se porte très bien. Alors pourquoi ? Lorsque les Britanniques concèdent l'indépendance en 1968, le pays est l'un des plus pauvres du monde. Il est très dépendant du secteur sucrier, qui représente alors 20% du PIB et 60% des recettes d'exportation. Et pourtant, entre 1980 et 2010, la croissance moyenne annuelle du PIB de Maurice va être de 5%, et le revenu par habitant va tripler. Alors, qu'est-ce qui explique un tel succès économique ? D'abord, la stabilité politique, avec un régime démocratique et des institutions qui fonctionnent bien, ce qui distingue tout de même Maurice de beaucoup d'autres pays africains. Vous voyez ici Sir Siwosago Ramgoolam, qui fut le premier ministre du pays après l'indépendance. Ensuite, il y a le sucre. Sur une partie importante de l'île ont été établies de grandes plantations de canne à sucre, les plants ayant été introduits par les Néerlandais au XVIIe siècle. On voit ici les principales usines sucrières du pays aujourd'hui. Or, à partir de 1976, Maurice bénéficie de ce qu'on a appelé les accords de Lomé, c'est-à-dire des accords commerciaux entre la CEE et les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, devant aider ceux-ci à se développer. Maurice bénéficie alors d'un quota d'exportation de sucre vers l'Europe, accompagné d'un prix d'achat garanti, aligné sur celui des marchés européens. Or, regardez bien ce graphique. Le prix garanti par la CEE, ici en blanc, va se révéler largement supérieur au prix du marché, en jaune, et ce pendant 30 ans. Eh bien, cela a évidemment aidé Maurice à investir ses revenus dans le développement de l'économie. Idem pour le textile. Maurice bénéficie des accords multifibres qui voulaient limiter les importations en provenance d'Asie, donc les investisseurs étrangers ont installé leurs usines sur l'île pour bénéficier des quotas occidentaux. Et en 1997, lorsque Hong Kong est restitué à la Chine, de nombreuses entreprises textiles relocalisent également leur production sur l'île Maurice. Mais depuis les années 90, dans l'industrie sucrière, le coût de la main-d'œuvre locale a augmenté. Donc les groupes sucriers ont peu à peu diversifié leurs investissements. Et ces changements se sont traduits directement sur le territoire, avec la multiplication des complexes hôteliers, des villas, des greens de golf, la construction du quartier de Eben Cyber City, une sorte de petit quartier de la Défense planté au milieu des champs et des collines, où ont pu être développées des offres de services bancaires, des centres d'appel qui bénéficient du bon fuseau horaire
et d'une main-d'œuvre bien formée et plurilingue. S'ajoute à cela aujourd'hui le projet de construire plusieurs smart cities, des villes et quartiers intelligents, dont on voit les futures implantations. Et puis enfin, il y a le faible taux d'imposition, des sociétés comme des particuliers, qui est évidemment attirant, je vais y revenir tout à l'heure. On est donc passé d'une économie quasi rentière basée sur le sucre à une économie tertiaire. Aujourd'hui, les services tertiaires forment 70% du PIB mauricien, dont 10% pour le tourisme, les touristes étant avant tout européens, mais aussi de plus en plus asiatiques. 5% pour l'agriculture, 25% pour l'industrie. Ces 5 dernières années, Maurice a eu un taux de croissance annuel moyen de 3,5% et en 10 ans, le PIB par personne a doublé. Dans le classement Doing Business de la Banque mondiale qui indique la facilité de faire des affaires dans un pays, Maurice est à la 32e place mondiale, soit devant l'Espagne et le Japon, mais surtout c'est le premier État en Afrique. Au niveau de la corruption, Maurice est également bien noté dans l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine. Maurice est le premier pays du continent noir en termes de bonne gouvernance. Et pourtant, la corruption est loin d'être absente du pays. Très bien, mais alors qui sont ces Mauriciens qui accumulent les succès économiques ? Il n'existe pas de carte ethno-linguistique à Maurice, non pas parce que ce serait interdit, mais parce que la mixité y est très grande et les apports extérieurs nombreux et divers. Ce que je vous montre maintenant, ce sont les langues parlées majoritairement, d'abord le créole sur l'ensemble de l'île, mais également le français, le marathi, le chinois, le bhojpuri parlé par la diaspora indienne, fait de ourdou et de hindi. En somme, presque tout le monde parle anglais, français, créole, donc les Mauriciens sont polyglottes. Alors ce croisement de peuples est un atout extraordinaire dont je vais maintenant vous raconter l'origine. En fait, cette île n'avait pas de population native, pas de premiers occupants avant l'arrivée des premiers navigateurs portugais en 1510, ce qui est un cas assez rare dans l'histoire coloniale. Maurice apparaît pour la première fois sur une carte européenne en 1502, avec le toponyme de Dina Mozare, l'île de l'Est, en arabe sanskrit. Juste à côté, Dina Arobi, qui signifie l'île abandonnée, à qui le navigateur portugais Diego Rodrigue a donné son nom au XVIe siècle. En 1598, les Hollandais prennent possession de l'île. Ce sont eux qui la nomment Mauritius, du nom du prince hollandais Maurice de Nassau. Ils l'occupent, y introduisent des plants de canne à sucre en 1639, y importent une centaine d'esclaves de Madagascar pour le travail des récoltes, puis abandonnent Maurice en 1710. Ce sont alors les Français qui prennent à leur tour possession de l'île en 1715, ils la renomment Île-de-France, et en 1735, le gouverneur français, Maël Bourdonnais, fonde Port-Louis, pour Louis XV, comme entrepôt pour les navires commerçants entre océan Indien et côte est africaine. Il fait également venir des Noirs de Madagascar pour exploiter la canne à sucre et la première sucrerie ouvre en 1743 à Villebag. Alors pendant les guerres napoléoniennes, les Français vont profiter de cette position pour attaquer les navires marchands anglais sur la route des Indes. Et en réaction, les Britanniques lancent en 1810 une vaste opération navale et s'emparent de l'île. En 1814, par la signature du traité de Paris, la France cède définitivement l'île et ses dépendances, qui reprend le nom de Mauritius. Mais par ce traité, les Anglais garantissent le respect des religions, des lois, des propriétés et des langues. Alors cela permet de comprendre pourquoi le français, avec l'anglais, est toujours largement parlé aujourd'hui à Maurice. En 1835, les Britanniques abolissent l'esclavage, et pour combler la perte, ils font venir de la main-d'œuvre indienne de l'Empire britannique des Indes pour se substituer aux esclaves noirs. Entre 1835 et 1907, quelques 450 000 Indiens débarquent à Port-Louis sur le quai de l'Aprawasi Ghat, qui est aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors je vous parle d'eux, car leurs descendants forment aujourd'hui 70% de la population de Maurice, 53% hindous, 17% musulmans. Et ils ont importé avec eux le système des castes indiennes, statut qui joue encore un rôle important à Maurice. Les Chinois viennent également à partir de la même époque du sud de la Chine en plusieurs vagues d'immigrants et ils ont développé dans l'île des commerces, en particulier
le commerce de détail. Alors, vous voyez, je me suis attardé sur toutes ces histoires, toutes ces immigrations, forcées ou non, car ce sont leurs descendants directs qui forment la population mauricienne. Et aujourd'hui, cela donne la répartition suivante. 70% des habitants sont d'origine indienne, 27% de la population sont des créoles, descendants d'esclaves noirs, mais aussi résultant des métissages avec des Français ou des Indiens ou des Chinois. Les Sino-Mauriciens représentent 1,3% de la population et les Franco-Mauriciens 1% de la population. Alors de fait, l'impression générale est une bonne entente entre les communautés. Il y a des mariages mixtes, oui, mais les communautés sont tout de même assez séparées. Alors si on fait du risque pays, quels sont les signaux d'alerte? Premièrement, et avant tout, les inégalités se sont creusées. La communauté créole se sent plutôt laissée pour compte. Deuxièmement, les politiques fiscales sont insuffisamment redistributives. Troisièmement, pour reprendre un mot qui fâche, le pays est parfois sur la liste des paradis fiscaux. Or, pour certains, il ne s'agit que d'optimisation fiscale. Mais dans tous les cas de figure, le pays doit totalement sortir de ces listes. Et puis, quatrièmement, bien sûr, il y a le changement climatique. La montée des eaux de l'océan Indien va toucher des infrastructures de premier plan dans ce pays, ce qui aura inévitablement, à terme, des conséquences économiques. Je vous conseille l'Atlas de Maurice chez Haussmann Publishing et puis plusieurs romans, Le silence des Chagos de Shehnaz Patel aux éditions de l'Olivier, Devina de Alain Gordon-Gentil chez Julliard et puis bien sûr Le chercheur d'or de Leclésio qui raconte l'histoire de ses ancêtres nés à l'île Maurice. Ce soir sur Arte, 20h, le reportage Géo vous offre une plongée dans le monde